Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Hockey. Tout simplement comme d'habitude, j'ai le goût de parler de quelques sujets. Aujourd'hui, je me concentrais sur deux petits sujets en partant et ensuite un sujet un peu plus approfondi. J'aime faire le tour tranquillement de certaines équipes et puis on a déjà parlé du Canadien de Montréal. J'ai parlé aussi du Utah et maintenant j'aimerais parler, c'est sûr, des Bruins de Boston qui est pas en partant mon équipe favorite. Par contre, c'est une équipe intéressante. Puis si c'était l'équipe que je détestais le plus jeune, dans le temps de Patrick Roy, puis tout avec les Canadiens, euh, disons que c'est plus les Maple Leafs que je déteste maintenant, mais les Bruins, c'est une équipe que j'aime moins, mais que j'ai appris à apprécier un peu plus que dans le passé, disons. Alors, j'aimerais ça en parler un peu, développer un peu le sujet de leur entre-saison, des transactions qu'ils ont fait, des choses comme ça. Tout d'abord, j'aimerais parler de deux signatures qui ont eu lieu dernièrement. Marco Rossi qui a signé présentement avec le Wild du Minnesota. C'est quand même intéressant. Là. Je veux dire, ça faisait un petit bout que ça traînait. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à Rossi, comme de quoi qui serait échangé, puis que on cherchait vraiment un danseur qui voudrait nous donner ce qu'on voulait pour le jeune homme. Bill Guérin n'aime peut-être pas tant les joueurs de petite taille. Rossi fait pas, même s'il a un beau moteur offensif, semblait ne pas fitter dans sa ligne de pensée, dans le type d'équipe qu'il veut construire. Il n'a pas signé un contrat à très long terme, un contrat de 3 ans qui rapporte environ autour de 5 millions. Moi, je pense qu'à quelque part, ça va laisser le temps à Rossi de montrer encore plus de quel bois il chauffe. Ça va laisser le temps à Guérin de trouver preneur aussi pour Rossi dans le temps quand ce sera le moment. Puis à 5 millions par année, c'est quand même pas un contrat qui va être difficile à bouger. Mais j'ai l'impression que Rossi va amener quand même beaucoup, si on le garde avec le Wild. Le Wild quand même, ils ont été chercher dernièrement Tarasenko. Ils ont bien sûr Gaprizov qui est un excellent joueur et puis ils ont Mathieu Boldy qui est excellent aussi, Eriksson Ek, ils ont quand même de la matière en attaque là. C'est pas l'équipe du siècle en offensive, on va se le dire, on le sait, les statistiques parlent d'eux-mêmes, mais ils ont quand même certains éléments pour amener de l'offensive. C'est une équipe un peu beige quand on la regarde, mais ils ont Kaprizov, il met de la couleur là-dedans. Puis je pense que Rossi, il y a beaucoup de talent. C'en est un jeune qui va amener qui va continuer de produire, d'amener de l'offensive. Ils ont besoin de cette offensive-là. Moi, personnellement, je pense qu'ils devraient le garder puis continuer d'entourer le joueur avec des plus gros s'il faut. Mais il y en a déjà quelques-uns. Euh, dans une équipe de hockey, t'es pas obligé d'avoir seulement des gros joueurs. Bien sûr, on aime ça, les grosses équipes qui sont dures à tasser dans les séries, ils fatiguent l'adversaire. Moi, j'aime ça, pas mal tout le monde aime ce style-là, mais Rossi, c'est quand même un gars sur l'avantage numérique qui va amener beaucoup de points, qui va dynamiser ton offensive. C'est un weapon de plus en avantage numérique et puis même à 5 contre 5. Alors, c'est sûr que le jeu physique devient plus difficile pour lui, mais on l'a vu, il y a plein de joueurs qui sont capables de s'adapter. Un été d'entraînement, des fois, fait une grosse différence. On a juste à regarder un gars, on parle comme Martin Saint-Louis, on parle maintenant de Caulfield. Ben, c'est des gars qui s'entraînent beaucoup quand tu le regardes les jambes de ces gars-là. C'est Martin Saint-Louis, je pense que c'est des troncs d'arbres, ses armes encore, là, ses jambes, ils ont l'air de ça. Fait que je pense que c'est un peu ça. Peut-être dans le cas de Rossi, s'il continue de s'entraîner, à devenir encore plus solide sur ses patins, à être difficile à bouger malgré sa grosseur, ben, il va s'aider pas mal. Puis quand tu as un gars de même qui travaille fort, qui est prêt, moi je pense que tu gardes ça dans ton équipe. On a aussi un certain Olofsson qui est parti maintenant avec l'Avalanche. Il a signé pour 1 an. Moi, Olofsson, c'est un joueur que je pense que comme d'autres, on aimait bien quand il est arrivé dans les nationales avec les Sabres. C'est un gars qui jouait sur l'avantage numérique, justement, le rôle de sniper. C'est un gars qui a un très bon tir. Je pense que sa constance, peut-être reliée à au travail, a fait qu'il, tranquillement, pas vite, il a pâli. Les Sabres ont fini par l'échanger, puis là, il est allé à Vegas. Maintenant, il s'en va avec l'Avalanche. C'est un gars qui a un weapon. Son weapon, c'est son tir. C'est vraiment ça. C'est un spécialiste. Fait que je pense qu'il va être bon pour l'Avalanche. Si jamais il se mettait à travailler puis à vouloir prolonger sa carrière et avoir une place dans une équipe à temps plein puis pas jouer juste sur un rôle, c'est-à-dire sur un power play, exemple, ben je pense que ça pourrait être un gars qui pourrait prendre un peu de galon puis
être plus durable, mais pour l'instant, faut pas s'attendre à grande chose. Et l'Avalanche a signé autour d'1 million, un contrat d'1 an, ils ont carrément rien à perdre. C'est à lui de saisir sa chance, mais ça peut être un joueur qui pourrait, avec l'Avalanche, s'il décide de se mettre en marche un peu, de travailler, produire en avantage numérique, puis continuer de peaufiner son jeu, ça pourrait devenir quand même un joueur qui pourrait être intéressant à plus long terme aussi. Mais je pense qu'à court terme, c'est un bon plan, un bon essai. Bon, aujourd'hui, j'ai le goût de parler des Bruins. Écoute, j'ai pris quelques notes. Vous allez me voir de temps en temps tourner des yeux. Puis c'est parce que je me prends des notes un peu, ça va voir où je suis rendu dans mes choses. Mais les Bruins de Boston ont quand même une équipe qui a changé beaucoup ces dernières années. Hein. C'est sûr que Zdeno Chara est parti, Krejci est parti, Bergeron. Maintenant, ils ont eu d'autres départs l'année passée, des départs quand même importants. Cette équipe-là était parmi les grosses équipes à un certain moment. Dans le temps de Claude Julien ou Jacob Stanley, c'est une équipe qui avait du chien, qui frappait, qui faisait peur. Les Lucic qui étaient dans cette équipe-là, entre autres aussi, pour faire peur aux adversaires. Une grosse équipe. Ils ont essayé de changer une couple de choses en allant chercher, exemple, un Zadorov pour remplacer un Zdeno Chara. Les premières années, ça marchait so-so. L'année passée, il y a quand même eu une bonne année. Alors, si on regarde les Bruins l'année passée, premièrement, il y a quelques joueurs qui sont partis durant la saison, parce qu'avant de se concentrer cette année, on va regarder un peu l'année passée. Départ de la saison de Charlie Coyle, de Brad Marchand, de Brendan Carlo. Tu sais, moi, je pense que c'est 3 éléments quand même importants qu'il y avait dans le cœur des Bruins. Tu sais, Coyle, c'était quand même un centre qui joue défensif, capable d'apporter une partie d'offensive aussi. Un gars qui était dangereux en désavantage numérique. Un gros bonhomme qui frappe. Tu sais. C'est un joueur parfait, 3e centre, exemple, dans la plupart des équipes. Tu vas jouer dans un 4e centre, peut-être sur une équipe championne. Charlie Collier, c'est quand un gars qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars que plusieurs d'entre nous avons regardé jouer, puis on a vu grandir. Il jouait avec le Wild, ensuite avec les Bruins. Mais c'est ça, ils l'ont laissé partir. Puis lui, si je me rappelle bien, Charlie Cole, c'est ça, il est parti dans un échange avec l'Avalanche du Colorado, en compagnie un choix de 5e ronde en 2026. En retour, l'Avalanche a cédé Mittelstadt, Casey Mittelstadt, Zellers, puis un choix de 2e ronde en 2025. William Zellers, pour moi, c'est un bon jeune joueur. C'est un joueur qui a de l'offensive. C'est un petit joueur. On va y revenir un peu plus tard. J'ai une couple de joueurs que j'aimerais nommer, mais c'est ça. William Zellers, c'est un joueur qui est pas très grand de stature, mais c'est quand même un jeune qui a du talent. Fait que je pense que ça peut être intéressant, mais on s'entend que c'est pas ce qui va leur ramener de l'offensive, la grosse offensive cette année. Je pense qu'aussi Mittelstadt, Casey Mittelstadt, c'est un gars qui avait été un peu dans la même classe. Je sais pas si c'est dans la même année que Brady Tkachuk, mais je sais qu'il avait joué au championnat mondial junior sur la même équipe l'année qu'il a été repêché, Tkachuk. Puis tu sais, avec le programme américain, on voyait des belles choses, mais ça demeure un joueur aussi de petite stature, un joueur qui n'est pas amené autant d'offensive que ce qui était promis. C'est un choix qui était des sortes de Buffalo, puis que il fait son chemin, mais c'est pas un joueur d'impact. Fait que tu sais, Charlie Cole, on va dire peut-être c'est pas un gars d'impact, mais c'est un gars qui avait un rôle bien déterminé, un rôle quand même important dans une équipe, un centre de 3e trio, un gars défensif, un gars capable de frapper, un gars qui gagne beaucoup de mise en jeu. Ben, ça a quand même un prix. Puis à quelque part, ben oui, ils ont payé le prix, l'Avalanche, pour le recevoir. Mais tu sais, maintenant, ben, s'il met au stade, lui, qu'est-ce qu'il apporte? Ben, c'est peut-être pas la même chose, pas la même profondeur. On a aussi Brad Marchand qui est parti à la fin de saison. Brad, c'est quand même... Tu sais, si on parle du Canadien, on dit que Gallagher, c'était le cœur de l'équipe. Bon, vraiment ça, est-ce qu'on dirait la même chose des Bruins par rapport à Marchand? J'oserais pas dire le cœur de l'équipe parce que Brad Marchand, c'est pas le même genre de joueur. Puis je pense que le cœur de l'équipe qui appartenait avant ça aux Bruins, c'était beaucoup plus un Patrice Bergeron. Hein? Puis peut-être même Zdeno Chara quelque part aussi. Je pense que c'était les 2 éléments qui traînaient l'équipe, qui étaient vraiment qui représentaient les Bruins. Marchand, c'est un gars qui était pas tout le temps très, très discipliné.
Ben voilà, lui il est parti quand même. C'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience, un bon joueur qui est capable de marquer des buts, un gars qui a du chien. Tout le monde le connaît, là, j'ai pas besoin de temps de m'évaser sur le sujet, mais je trouve que de m'étirer, c'est-à-dire, mais Brad, je trouve que c'est un bon move pour la Floride. Puis il a apporté à Floride ce que les autres cherchaient. Puis ils ont gagné une autre Coupe Stanley cette année. Puis ils l'ont signé à long terme cet été. Fait que pour eux autres, c'est un bon move, c'est sûr. Pour les Bruins, écoute, je pense qu'à un moment donné, les autres, ils avaient besoin, ils voulaient changer un peu. Brad, ils l'ont mis capitaine. Moi, je pense que c'est ça qui a coûté à Brad Marchand d'être échangé en partant des Bruins. Ils se sont parlé parce qu'il était quand il jouait en Floride. Après, il était bien placé dans un échange. Il doit être content quand même d'avoir été placé là. Mais tu sais, on l'a laissé aller pour un deuxième choix conditionnel qui est devenu un premier choix parce qu'ils ont fait plus que 2 rondes avec lui en série par la suite, du côté de la Floride. C'est un premier choix qui va être en 2027, mais il y a des conditions à ce choix-là, etc. Mais tout ça pour dire que Brad, il a apporté ce qu'il avait à apporter. Lui, s'il serait pas devenu capitaine des Blues, je crois qu'il serait peut-être encore là. Mais comme on l'a mis la façade de l'équipe, puis Brad, tu sais, Brad, je pense qu'à quelque part, m'amener ça. Ils ont décidé qu'ils voulaient plus nécessairement avoir lui comme porte-étendard de leur équipe, comme image, etc. Puis ils ont simplement décidé, puis peut-être les négociations de contrat aussi, son contrat achevé. Ils ont décidé de le laisser aller, de reconstruire un petit peu à Boston. Mais je crois pas qu'à Boston, on croit nécessairement à une reconstruction. Je crois qu'on veut essayer de faire un reset on the fly, comme l'expression qui a été popularisée par Bergevin. Mais c'est quand même un bon élément qui est parti. Puis tu sais, c'est un Bruins, lui. Maintenant, je sais pas à la fin de sa carrière s'il va se nommer plus un Bruins ou un Panthers. Je pense qu'il va être les deux parce qu'il a gagné une coupe pareille avec les Panthers puis il n'a pas fini. Il commence à... Il va finir ces prochaines années probablement là. Puis je pense que c'est un endroit le fun à jouer aussi. Puis il est bien entouré là-bas avec beaucoup de vétérans, des bons jeunes aussi, mais surtout, tu sais, avec un Barkov, avec un Kachuk, Bennett, là, on pourrait en nommer d'autres, Linden, Sterainen, Ekblad, tu sais, non, mais Jones, etc. Mais anyway, c'est juste pour dire que, tu sais, il est pas mauvaisement placé. Mais ça fait mal, c'est sûr, aux Bruins de Boston à long terme. Un autre joueur qui est parti, c'est Brandon Carlo. Brandon Carlo, moi, je trouve que c'est un bon défenseur. Tu sais, McAvoy, Carlo sont arrivés sensiblement dans le même temps que les Bruins. Deux défenseurs très différents. McAvoy est une grosse coche au-dessus de Carlo. Mais Carlo, c'est quand même un gars qui amène une bonne offensive. C'est un bon défenseur. Moi, je ne l'haïssais pas. Il a été échangé à Toronto qui avait bel et bien besoin d'un type de ce défenseur-là. Ça les a améliorés l'année passée, je veux pas, le Toronto. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné pour lui? Tu sais, ils ont donné quand même Fraser Minton. Minton, il a pas fait grand-chose avec Toronto, mais on l'a vu nous autres contre le Canadien en match pré-saison, on va dire match pré-saison. Euh, il pétait le feu carrément contre le Canadien. Il a eu des bons matchs pré-saison. Je pense que c'est un jeune qui peut avoir un certain talent, un certain avenir. Mais présentement, il est rendu là cette année à faire sa niche en Ligue nationale. Avec les Blues, il y a plus de chances qu'avec les Maple Leafs, clairement. Mais je pense que c'est pas un mauvais joueur qui ont laissé aller. Toutefois, si tu me donnes Minton ou Carlo, je pense que j'aurais gardé Carlo. Avec ça, ils ont donné un choix de premier tour en 2026, puis un autre quatrième en 2025. Là, je n'ai pas regardé c'est qui ça a donné finalement, ce choix-là. Mais c'est quand même transaction qui a donné 3 éléments comme Brandon Carlo. Je pense que puis Fraser Minton, il y a quand même une valeur. Un choix de premier tour, ça a une valeur aussi, même si c'est un choix de Toronto qui se retrouve à être presque un deuxième rond. Fait que c'est quand même bon. Et puis je pense que, mais par contre, ça donne pas grand-chose au présent. À part si Minton, vraiment cette année, il perce l'alignement puis qu'il montre des belles choses, mais selon moi, à plus long terme, ça va être un gars de troisième, peut-être deuxième trio. Avec les Bruins présentement, qui manquent de profondeur, deuxième trio peut-être, là, mais je pense dans une bonne équipe, Minton, ça va être un gars de troisième trio style, ou quatrième. Ça demeure un centre. Fait que je pense que ça, c'est quand même pas mauvais. Ils ont aussi, cet été, ils ont été chercher un autre joueur qu'ils ont échangé avant d'aller là. L'année passée, ils ont échangé aussi un quatrième choix contre un certain Henri Yoki Yoryu qui jouait bien sûr avec les Sabres. Fait qu'un défenseur type offensif, mais pas tant bon défensivement. Mais il a quand même pas eu une mauvaise année l'année passée. On va y revenir aussi. Fait que ça, je trouve que c'était quand même un bon. Ils ont été chercher ça à la date limite des transactions. Ça leur fait un défenseur de plus cette année.
Ben, c'est pas mauvais. Ils ont été chercher aussi cet été Oliver Wahlstrom. Lui, Oliver Wahlstrom, c'est un joueur là, qui avait été repêché par les Islanders. À l'époque, avant d'être repêché, c'était quand même un des bons joueurs qu'on allait voir au repêchage. Quand je dis bon, je parle pas d'un top 3, 4, 5 choix au total, là, mais c'est un gars qui était quand même classé dans les 10 premiers, puis qu'il y avait de l'offensive. Là. On avait vu des flashs quand il était plus jeune, etc., des vidéos qui avaient été sur YouTube. Mais c'était un gars qui avait du chien un peu, qui avait l'air bon quand même dans les deux sens de la patinoire, avec un excellent tir, il y avait une belle touche offensive. Par contre, il n'a rien fait avec les Islanders. Puis après ça, il est parti de là, me semble bien. Écoute, je n'ai même pas regardé s'il était encore avec eux autres avant d'arriver avec les Bruins, mais simplement dire, il y a un potentiel dans ce gars-là. On verra bien à plus long terme. Fait que je trouve que c'est pas mal pour la fin de la saison passée, puis cet été, là, c'est des choses qui ont amené. Mais après ça, ils ont été chercher d'autres joueurs aussi, qui étaient intéressants. Fait j'ai dit tantôt Fraser Minton, je pense qu'il va peut-être aider, mais ça va être à plus long terme. Peut-être cette année, il va réussir à faire sa place, mais il n'est pas tout seul à avoir à faire sa place. Si on regarde les Bruins, là, il y avait un certain Poitras, qu'on se rappelle, il y a une couple d'années, Mathieu Poitras, justement. C'est un gars qui avait semblé faire des flamèches au camp, puis qu'il avait commencé la saison, puis il avait été pas pire, mais après ça, il s'était blessé. Puis mais après ça, on l'a plutôt en revue, mais c'est un gars un peu comme Minton qui contre le Canadien, on faisait ouf, ok, ils ont un pas pire joueur. Mais je vais y revenir aussi. C'est pas des gars. J'ai quelques statistiques dans le fond pour quelques joueurs que je voulais justement parler. Fait que ça, il va faire partie de ça. Dans le fond, c'est plus dans l'avenir des Bruins que dans le présent, présentement, pour ce qui est de Fraser Minton et puis de certains de Poitras. Ils ont été chercher un allié droit, Victor Arvidsson. Arvidsson, moi, c'est un joueur, encore là, un Suédois qu'on jaillissait pas. C'est un gars qui a un sens défensif et offensif. J'aimais beaucoup quand il était au niveau junior, c'est-à-dire qu'on l'avait vu au championnat mondial. Mais par contre, au niveau de la nationale, il a une grosse coche de plus. Mais c'est pas un mauvais joueur. Justement, Edmonton l'avait cette année. Puis c'est pas un mauvais joueur, mais on l'a pas tant vu durant la série. Mais c'est un gars qui a un bon deux-way, offensif, défensif, mais surtout, il joue bien les deux sens. C'est pas un gars qui va être full offensif, qui peut t'amener beaucoup de duos au moulin, mais c'est un gars qui va pas t'en coûter. C'est un gars qui peut jouer des avantages numériques. C'est un gars qui est travaillant. Fait que ça, je pense que c'est pas mauvais. Okay. En gros, là, on parle des Bruins cette année. On va y revenir encore tout à l'heure, là. Mais c'est pas l'équipe peut-être qui va gagner la Coupe Stanley. C'est pas l'équipe peut-être qui va faire les séries non plus. Fait que, tu sais, quand on parle d'ajustement, les Bruins partent de loin quand même. Ils ont eu une année vraiment pas très bonne l'année passée. Fait que, tu sais, tout ce qu'on parle d'amélioration ou qui va être bon, c'est par rapport à l'année passée et non pas de là 2-3 ans. Alors, oui, Victor Arvidsson va aider cette année par rapport à ce qu'il y avait l'année passée, mais je pense pas que ça va faire des deux une grosse équipe. On est allé chercher aussi un autre allié gauche, un Tanner Jano, qu'on connaît bien, on a entendu parler, qui est passé, qui a coûté cher à m'amener, veut pas, à nos amis là, du Lightning, mais c'est un gars du 16, c'est un gars qui frappe, c'est un gars capable de se battre, surévalué tant qu'à moi. Il a eu un bon contrat encore avec les Bruins. Et je sais pas pourquoi on est très attiré par ce gars-là, mais écoute, pour moi, c'est un gars de quatrième trio. Fait que il va être là, peut-être troisième trio dans le meilleur des mondes. Ils vont promener un peu ici et là selon si on a besoin d'une touche de robustesse pour englober un peu leur attaque sur une autre ligne. Mais Tanner Jano, ça demeure un joueur de profondeur. Sean Corelli, pour moi, ça, c'était un des éléments que j'aurais aimé cet été que le Canadien peut-être mette la main dessus parce que c'est un centre. Et je vois avec Columbus, c'est un centre qui s'est promené un petit peu, qui est revenu à Columbus. C'est un gars qui a un beau talent quand même. Il est bon dans les deux zones. Il gagne des mises en jeu, il est pas mal. Il a un bon tir, c'est un gars travaillant, un gars qui frappe. Mais c'est un gars que j'aime bien. Lui, c'est un troisième centre. C'est un troisième centre un peu comme à la Charlie Cole, mais ils n'ont pas vraiment le même size, là, on s'entend, c'est pas nécessairement exactement le même joueur, là, mais sauf qu'il y a ces deux gars de troisième trio, deux gars qui peuvent amener de l'offensive qui sont importantes. Fait que moi, j'ai aimé cette addition-là des Browns. Je dirais que c'est pas mal dans l'addition préférée qu'ils ont faite cet été, à mes yeux. Ils ont été chercher aussi un autre allié qui peut jouer gauche-droite, Michael Simont. Il est pas mauvais, mais c'est un joueur de profondeur. Ensuite de ça, ils ont ramassé un certain Jordan Harris. Jordan Harris, c'est un défenseur quand même il n'a pas joué gros là, avec Columbus. Depuis qu'il est parti de Montréal, qu'on l'a amené là, malheureusement, on ne l'a pas vu bien là-bas.
Il y a eu les blessures, il y a le facteur que les autres, il y avait beaucoup de défenseurs. Mais je pense que c'est un. Tu sais, moi, je l'haïssais pas à Montréal. C'est pas un défenseur élite, là, mais on l'a vu quand même quand il jouait dans le collège. C'est un gars qui est capable de générer une certaine offensive sans être un atout offensif. C'est quand même un gars capable de se défendre. C'est un gars qui est intelligent, il est brain, il est très, très cérébral. Il est capable de bien faire les deux zones. C'est un gars qui est, tous les coachs vont aimer. C'est un gars qui est vraiment discipliné, qui suit vraiment la ligne de pensée de l'équipe. Fait que moi, j'ai comme confiance en ce gars-là. Puis, tu sais, ça sera pas un gars qui va être 1-2 là, dans une unité défensive. Il va être plus septième défenseur, mettons, sixième, peut-être cinquième. Mais tu sais, je pense qu'il peut avoir un rôle, dépendamment comment il serait entouré. Je pense que il pourrait avoir sa place. Puis il y a une bonne chance avec Boston parce que Boston sont pas les plus profonds présentement en ce moment même. C'est bien différent de une couple d'années. Fait que je pense que c'est une place pour lui qui va pouvoir se montrer un petit peu sa valeur. Il va avoir besoin d'un peu de temps. D'après moi, là, il va falloir qu'il reprenne un peu du rythme. Il va falloir qu'il prenne un peu de confiance aussi, autant la sienne que celle des coachs. Mais après ça, je pense qu'il va être capable de faire quelque chose avec Boston. C'est un gars de la région en passant là-bas. Fait que c'est intéressant pour eux autres. C'est une autre addition que j'haïs pas pour eux autres. Je préfère la celle de Curly. Pour moi, c'est la première. Là, mais après ça, je pense que Harris, même si c'est un gars défensif de profondeur, c'est quand même un atout pour eux autres. Ils ont été chercher deux autres joueurs. Un allié droitier. C'est-à-dire que un Matej Blumel, juste c'est intéressant parce que j'ai regardé un peu ses statistiques, ce gars-là, puis ils en ont ramassé deux, c'est-à-dire ils ont ramassé Maté, je sais pas mal le dire, Maté Blumel, puis Alex Steves. Alex Steves qui jouait avec Toronto. Ce sont deux gars qui ont à peu près le même profil. Okay? Je regarde juste les stats l'année passée. C'est deux gars de 6 pieds. Blumel, il est 205 livres, alors que Steves, il est 202 livres. Les deux ont 25 ans. Les deux jouaient pour les statistiques Ligue américaine. Blumel, il a joué 67 matchs, 39 buts, 33 passes. Quand même pas mauvais. C'est la Ligue américaine, c'est quand même bon. Écoute, ça peut, on sait pas. Je pense que les Bruins ont ciblé ces gars-là pour Providence ou pour jouer avec eux autres. Peut-être un peu des deux. Peut-être qu'ils se disent, ils vont peut-être jouer un moment donné à voir ce que ça donne à notre niveau. Nous, on a de l'espace pour les faire jouer. On a besoin de profondeur. Fait que moi, je pense que Blumel, ça peut être intéressant. Puis Steve, même chose, 25 ans, mais 59 matchs, 36 buts, 26 passes. D'accord? Fait que c'est un peu le même style. Dans le cas de Steve, lui, il a été pas mal 4 ans avec mon in and out à Toronto. Quand il était in avec les Maple Leafs, il jouait un ou deux matchs, pas grand-chose, mais out, le restant était dans la Ligue américaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs petites occasions de jouer un match ici et là. Tandis que Blumel, ben lui, l'année passée, je pense que c'est pas mal l'année qu'il a eu une chance de jouer au niveau de la Ligue nationale un petit peu. Mais écoute, ce sont des profils intéressants. Steve, c'est un centre, tandis que Blumel, comme je disais, c'est un allié droit majoritairement. Ce sont deux gauchers, fait que on va voir. Mais écoute, si on parle de ces deux gars-là, Simont, ça va être des gars qui vont peut-être se battre pour une place sur un quatrième trio avec les Bruins. Je pense que Tanner Jano, ben, sa place, c'est là aussi. Puis on verra bien. Tout ça pour dire que ça fait le tour un peu des arrivées chez les Bruins, qu'est-ce qu'ils ont eu dernièrement, puis les transactions qu'il y a eu avant. Maintenant, j'aimerais tirer votre attention sur une statistique. Ben, Zadorov, l'année passée, il a eu une très bonne saison avec les Bruins. Ça qui est drôle dans son cas, je regardais ça, là, il y a plus 25. Plus 25 chez les Bruins l'année passée qui n'ont pas fait les séries. Juste pour donner une idée, là, les Bruins l'année passée, eux autres se sont ramassés l'équipe au total, si je me trompe pas, elle a fait un total, je cherchais parce que je l'ai pris en note, puis je voulais le dire. Ouais, c'est ça. Les Bruins sont moins 50 au total l'année passée. Zadorov est moins 25. Les Bruins ne sont pas la pire équipe, imaginez-vous donc. La pire équipe se retrouve avec les Sharks de San Jose à moins 105. Ça, c'est fret, à peu près n'importe quelle planète. Chicago, moins 70. Nashville, moins 60. Pittsburgh, moins 50 à égalité avec les Bruins. Fait que les Bruins et les Penguins sont les quatrièmes pires de la Ligue nationale au niveau des plus et les moins. Pas loin de là, on retrouve les Flyers de Philadelphie à moins 48. Anaheim à moins 42. Puis les Islanders à moins 36. Fait qu'il y a quand même de la place à amélioration côté défensif chez les Bruins. Juste ça, ces chiffres-là, je pense que ça parle. La fiche des Bruins l'année passée, 82 matchs,
33 victoires, 39 défaites, 10 défaites en prolongation. Ils ont récolté 76 points au total. Ils ont été 15e dans l'Est, 15 sur 16 équipes, et 28e équipe sur 32 au total dans la Ligue nationale. À domicile, ils jouaient 20 victoires, 14 défaites, 7 matchs nuls, 7 défaites en prolongation. Ça fait longtemps, les matchs nuls ne sont plus là, mais en tout cas, c'est un vieux réflexe. Tout ça pour dire que, tu sais, ils ont quand même une fiche potable. À l'étranger, 13 victoires, 25 défaites, 3 défaites en prolongation, ce qui est pas mal moins bon. Puis c'est ce qui leur a coûté pas mal toute leur année, puis c'est ce qui a fait qu'ils sont ramassés assez loin sur les 32 équipes, c'est-à-dire 28e dans la Ligue nationale. Si on regarde ça aussi, d'autres faits intéressants, on a Casey Mittelstadt, pour sa part, lui a joué 18 matchs avec les Bruins l'année passée. Il était moins 17 sa fiche au total dans l'année. Sa fiche, c'est-à-dire avec les Bruins. Il est moins 29, mais là-dessus, c'est moins 17 avec les Bruins. Alors, c'est quand même ça. Et puis, on a Mason Lowry, le défenseur aussi, le jeune défenseur qui est à peu près à sa deuxième saison avec les Bruins. Lui, c'est un défenseur que sa première saison, ce qui est intéressant quand tu regardes ça, c'était un gars qui a été joué, qui avait moins de minutes, puis qui était beaucoup plus stable en défensive. Puis, mais ça l'année passée, écoute, on s'est fié beaucoup sur lui. Puis, écoute, c'est un des défenseurs les plus offensifs qui a été chez les Bruins l'année passée, mais il est moins 43. Moins 43, Zadorov plus 25. Il y a une bonne différence. On parle quasiment de 0,75 de différence entre les deux. Il est 5 buts, 28 passes en 77 matchs, 77 matchs, Mason Lowry. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire cette année. Pour les poules, ceux qui n'ont pas des plus et des moins à calculer, puis des trucs comme ça, je pense que il peut peut-être apporter des points, mais je pense que si on a des plus et des moins, il fait mal. Il a besoin de s'améliorer cette année. Fait que j'ai hâte de voir le coach comment il va l'utiliser. Mais on parle d'une grosse différence. Alors, Zadorov plus 25, Mason Lowry moins 43, Casey Mittelstadt, ben lui, ça l'inclut aussi son ancienne équipe, là, mais moins 29, moins 17 chez les Bruins. Et puis, Henry Yokiayu, que je parlais tantôt, que lui, il était avec dans le fond, qui était un sabre avant ça, ben, il est plus 13. Là-dessus, avec les Bruins, il a été plus 7 en 18 matchs. Il y en a 60 avec les Bruins. C'est ça, en tout cas. Fait que plus 7, c'est quand même pas mauvais pour Yoki Ryu quand on regarde encore là, Mason Lowry qui était moins 43. Fait que le total de l'équipe, moins 50. Ça parle un peu de tout ça. Fait qu'il y a de l'amour à donner un peu en défensive, mettons. Les gars qu'on est allé chercher, qui sont troisième, quatrième trio, vont peut-être apporter un peu d'eau au moulin et aider, dans le sens que certains peuvent amener de la défensive, on verra, mais un gars comme Harris, je pense qu'il pourrait aider un petit peu aussi à stabiliser tranquillement la défensive, parce que c'est un gars assez cérébral qui joue bien défensivement. Je pense que c'est un gars qui va... C'est ça, je voulais dire tout à l'heure, qu'il va peut-être faire sa place avec les Bruins. Si je suis coach, puis je vois un gars qui est comme lui, qui joue son style, un gars qui est droit comme barre, qui est là dans les entraînements, qui a un bon brain, un gars qui pourrait être un leader dans mon équipe, puis qui est capable de jouer bien défensivement, malgré qu'il n'a pas la plus grosse stature, ben écoute, j'aurais tendance à le faire jouer. Et puis, fait que je pense qu'il va avoir ça va être sa saison cette année pour se démarquer dans le côté de Harris pour se faire une place dans les nationales un peu plus à long terme. Pour ce qui est, on revient sur les Bruins en général, on a Charlie McAvoy, l'année passée, 50 matchs qu'il a joué. Il a été blessé depuis le tournoi des 4 nations. Puis on a aussi Hampus Lindholm qui en a joué 17. Fait que tu sais, 50 matchs Hampus McAvoy, c'est 17 pour Lindholm, là, Hampus Lindholm. C'est 2 gros défenseurs quand même de l'équipe. Là. McAvoy, c'est leur meilleur défenseur. Ensuite, c'est, mettons, Zadorov, je pense. Hampus Lindholm, 3e défenseur peut-être. Mais là, t'en as 2 là, qui ont manqué une grosse partie de la saison, surtout Lindholm qui en a joué juste 17. Mais tu sais, tu regardes ça, McAvoy, 7 buts, 16 passes en 50 matchs. Puis Hampus Lindholm, en 17 matchs, 3 buts, 4 passes. C'est des joueurs qui sont importants, qui si cette année ils réussissent à rester, vont aussi aider les Bruins à peut-être à pas se ramasser 28e équipe sur 32. Fait qu'on trouve quand même quelques éléments pour l'instant qui pourraient aider quelque peu les Bruins à remonter au classement. Mais bon, Swayman, Korpisalo, deux goalers
qu'on attendait plus. Surtout, je pense qu'Orpissalo, un moment donné, il avait été signé, si je ne me trompe pas, avec l'Avalanche. Il avait eu une bonne saison avant ça. On voulait l'avoir pour les séries. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Swayman, et avec Ullmark, qui était connu une grosse saison avec Boston, décide de laisser à partir Ullmark. Swayman reste, ça va bien. Ça retrouve dans les négociations. Ça réussit pas à signer. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Il se retrouve à faire la grève quelque peu à l'automne, arrive un peu plus tard que tout le monde, et puis il y a une saison très ordinaire avec tout le reste des Bruins. Je dirais pas que c'est de sa faute à lui, parce que je pense à la défensive, puis il y a eu les blessures, puis l'équipe a perdu des joueurs, puis c'est pas les mêmes Bruins qu'avant. Mais regardons les statistiques, là. Swayman a joué 58 matchs, Korpisalo en a joué 27. Pour ce qui est de Swayman, .892. Korpisalo, .893. Fait que .89, là, 890, là, c'est dur de faire une série avec des gars de même. Mais, tu sais, c'est pas le goaler, on s'entend. Mais moi, un bon goaler va te montrer un bon entraîneur. Mais en même temps, tout ça, il y a bien des choses à additionner. Fait que, ouais, ça a été pénible. Ça va être dur de faire pire. Je pense qu'ils vont faire mieux cette année. Pasternak, 82 matchs, toujours aussi bon, 43 buts, 63 passes, 106 points. Fait que Pasternak, il continue à garder sa barre. Je pense qu'il va continuer comme ça. Morgan Geekie, 77 matchs, 33 buts, 24 passes. Beaucoup disent que il ne fera pas ça. C'est sa meilleure saison côté but. Mais je pense qu'ils nous en ont montré, Morgan Geekie, quand même. Avant avec les Bruins là, à Seattle, ils nous avaient montré des beaux flashs, des belles saisons de plus de 20 buts. Moi, je pense que il y aura peut-être pas 33 mais sauf qu'il va jouer, il va avoir du temps de glace en masse, on verra. S'il reste en santé, Pasternak reste en santé, les joueurs offensifs de l'équipe restent en santé, ça va l'aider. Elias Lindholm, lui, il est décevant, ça fait un bon petit bout. 81 matchs, 17 buts, 30 passes, 47 points, moins 4. On a aussi Pavel Zacha, qui a joué 82 matchs, 14 buts, 33 passes, 47 points. C'est drôle parce que ces deux gars-là, puis il est moins 8 à Saka. Ces deux gars-là, ça se compare. Hein? Quand on regarde les chiffres, pas nécessairement le même genre de joueur totalement, mais c'est deux centres. Un jouait un match de plus que l'autre, mais ils ont tous les deux le même nombre de points. Un moins 8, l'autre est moins 4. Elias Lindholm, il coûte beaucoup plus cher que Saka. Fait que ce sont nos centres pour accompagner ce monde-là. Moi, je pense que il y a de l'offensive un peu là, quand tu calcules ça avec eux, il y a des jeunes qui pourraient arriver. C'est pas une grosse équipe offensive, c'est pas une machine, mais ils ont quand même capable d'avoir deux trios à quelque part là. Mais après ça, il manque beaucoup de matériel. C'est pas la grosse équipe. Les Bruins, ils ont beaucoup de travail à faire. La défensive va s'améliorer. Mais je pense que s'ils n'ont pas de blessés, McAvoy va être là. Lindholm va être là. Zadora va être là. T'as quand même d'autres défenseurs, là, comme je disais, le jeune homme là, qui était moins qui avait très froid l'année passée dans ses statistiques, là, Mason Lowry. Peut-être qu'il va trouver un certain rôle, réussir à stabiliser un petit peu. Yoki Ario qui est là, qui a quand même eu des belles statistiques pour un gars qui est très offensif. Fait que je trouve que il y a de quoi faire avec bien sûr notre chum qu'on disait Harris. On verra. Et puis, les attaquants, à part de ça, on a quelques jeunes que je voulais juste parler vite, là. On a quelques atouts. Le premier atout, c'est celui qu'on a été chercher cet été, là au repêchage. Hein. James Higgins, 5 pieds 11, 186 livres aux dernières nouvelles, 18 ans. Je pense que c'est leur joyau, c'est leur joueur qui va les aider. Mais sauf que, est-ce que cette année, il est prêt? Est-ce qu'on lui laisse un an ou deux, même, encore? Moi, je serais tenté d'y en laisser encore un an. Puis, tu sais, il n'y a pas de prêt chez Bruins, là. Je pense pas que cette année, on va se rendre très loin, de toute façon. Mathieu Poitras, 5 pieds 11, 180 livres, un peu le même size, 21 ans, plus vieux. Lui, il est plus éligible pour être recrue cette année. Même s'il y a une saison de tonnerre, il ne pourra jamais gagner le type de recrue de l'année. Il est plus éligible. Mais c'est un gars qui avait eu un bon début à sa première saison chez Pro, là, qui avait joué Pro, mais là, depuis, ça a été plus dur un peu, mais c'est pas un mauvais joueur. Fabien Liesel, un autre joueur, un allié droit, 5 pieds 11, 188 livres. C'est encore là, c'est un autre gars de 5 pieds 11. Là, les trois que je viens de nommer ont toutes la même grandeur. Il a 19 ans. Il a un certain, 22 ans, c'est-à-dire, je m'excuse. Lui est un peu plus vieux que Poitras.
Puis, ben écoute, le temps se fait un peu plus pressant pour lui, mais c'est quand même un espoir, puis c'est quand même un joueur qui a un certain talent. Et puis, William Zellers, qui est 5 pieds 10, 176 livres, 19 ans, qui peut jouer un peu au centre, mais qui est plus allié, je pense. Ce sont les quatre, tu sais, je pense que on voit bien les jeunes là, à l'attaque. Fait que peut-être que certains, un ou deux de ces joueurs-là pourraient réussir à se tirer une place cette année. Je pense à un Poitras puis un Lisa, entre autres, là, ces deux-là pourraient peut-être se faire une place cette année. Puis Zellers, Higgins au camp, on verra. Mais ça va apporter un petit peu peut-être d'offensive à cette équipe-là, amener quelques munitions. Je pense pas qu'on peut s'attendre à une grosse année des Bruins cette année, mais il y a quand même un petit peu d'espoir. Fait que tout ça, les Bruins ont 93,4 millions dans leur cap salarial. Il leur reste environ 2,1 millions. Il y a encore un peu de jeu. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour eux cette année. Pour moi, les Bruins, c'est une équipe toujours intéressante. Écoute, étant un fan des Canadiens, je veux pas, quand je les regarde jouer contre les Canadiens, ça donne toujours des matchs intéressants parce qu'il va tout le temps avoir une rivalité entre ces deux clubs-là, même si les clubs fait longtemps qu'ils ne sont pas affrontés dans les séries, même si certains mené le Canadien, maintenant les Bruins ont plus de misère. Il va tout le temps avoir de la haine entre ces deux équipes-là, ça va tout le temps être le fun à regarder. Puis selon le coach qu'il va avoir là, ben on va voir. Il pourrait avoir de l'intensité. Moi, je dis Jim Montgomery, je pense que c'est un bon coach. Mais là, on verra qu'est-ce qui va arriver avec le dernier coach qui est rentré. Mais je pense que s'ils peuvent avoir de l'intensité puis tout, ben c'est une équipe qui fera pas une série. En tout cas, s'ils font, ils vont le faire parce que Swayman va gauler sa tête, leur défensif va être ressaisi, puis Pasternak va avoir une de ses plus grosses années, puis ses alliés vont marcher. Euh, Peut-être qu'ils pourraient réussir à faire les séries, mais moi, je pense pas qu'ils vont les faire. Je les mettrai pas dans mon classement pour les séries cette année. Par contre, je pense pas qu'ils vont finir d'un dernier d'un deux, trois derniers de la division. Je pense j'ai pas fait mon classement final, là, mais je pense qu'ils vont être un petit peu plus haut que ça. Euh, Corrali au centre, c'est un gars qui va jouer sur la deuxième, troisième ligne. Ça va être un gars qui va les aider, veut pas. Puis je veux dire, ils ont quand même apporté des éléments intéressants cet été. Il y en a, tu sais, l'année passée, avant les séries, ils sont débarrassés de quelques joueurs là, qui font mal. Je pense qu'un Carlo, Marchand, puis Coyle, ça fait mal. Quand ces gars-là, tu perds ces trois gars-là là, d'une année à l'autre. Par contre, ils ont quand même été chercher quelques éléments de profondeur. Fait que la chance va être un peu plus de leur bord peut-être cette année avec moins de blessures. Des goalers qui sont plus prêts pour le camp d'entraînement puis dans un meilleur état mental. Bon, ça va être quand même ça un peu plus intéressant de regarder les Bruins cette année, je présume. Fait que sur ce, je souhaite une très belle fin de journée. Où aujourd'hui, on est le 24 août 2025 et puis il reste encore du temps avant le début de la saison. Dans quelques semaines, on va débuter les camps d'entraînement, peut-être autour du 10 septembre dans ces coins-là. Ça va être les recrues, etc. Ensuite de ça, ben, tout va s'enclencher. Fait qu'il va y avoir encore des échanges peut-être d'ici là, encore quelques signatures. Il va y avoir d'autres choses intéressantes. Je vais essayer de revenir avec peut-être une vidéo prochainement sur une autre équipe, détailler une autre équipe, puis un peu que l'actualité qui se trouve dans la Ligue nationale. J'ai pas fait encore un portrait détaillé du Canadien parce que je me la garde pour plus tard. Je trouve ça intéressant de parler du Canadien, surtout quand on va être rendu vraiment près du début de la saison. Je pense qu'il y a plusieurs choses à parler encore. Alors, c'est un plaisir. Et si ça vous intéresse, faites-moi signe. Au plaisir.